Je m'appelle Léa. J'ai 29 ans et, pendant 7 ans, j'ai tout donné à ma famille. Quand le prêt immobilier était en retard, je le payais. Quand mon père avait besoin d'une opération, je couvrais les frais. Quand mes frères accumulaient les dettes, je les tirais d'affaire. Plus de 60 000 € partis en fumée. Mais je me disais que ça en valait la peine, parce que ça signifiait que j'avais ma place. La nuit de Noël, je pensais enfin ressentir cette appartenance, assise près du sapin illuminé, tandis que les rires et les chants de Noël emplissaient la pièce. Mais soudain, la pièce devint silencieuse. Ma mère se tourna vers moi, le regard perçant, et devant tout le monde, elle dit « Tu n'as jamais vraiment fait partie de cette famille. » Imaginez le sol disparaître sous vos pieds. Imaginez chaque sacrifice réduit à néant. Ce seul moment a anéanti toutes mes illusions. Et ce que je lui ai répondu à cette table, c'est la raison pour laquelle vous devez écouter cette histoire jusqu'au bout. Car cela a transformé une nuit de célébration en la nuit qui a tout brisé. Dehors, la neige s'épaississait à mesure que la nuit avançait, recouvrant la rue d'un manteau blanc et doux. À travers la vitre, je pouvais voir la lueur diffuse des lumières des voisins, des guirlandes rouges et vertes clignotant en rythme. À l'intérieur, le salon rayonnait d'une chaleur qui semblait appartenir à tout le monde, sauf à moi. J'étais assise immobile, écoutant le brouhaha monter et descendre autour de moi, chaque rire comme un rappel de la distance qui me séparait du cœur de cette famille. Marc racontait une histoire sur une affaire conclue par son cabinet, sa voix forte et assurée. Il avait toujours ce ton autoritaire, le genre qui faisait que les gens se penchaient pour l'écouter, même quand ses histoires étaient ennuyeuses. Mon père hochait la tête avec fierté, ses yeux s'illuminant comme si le succès de Marc était aussi le sien. Sophie intervenait de temps en temps, ajoutant de petits détails qui rendaient l'histoire plus chaleureuse. Leurs enfants s'affairaient à déballer leurs premiers cadeaux, le papier et les rubans éparpillés sur le tapis. En face de moi, Hugo riait de quelque chose sur son téléphone et le tendit à maman. « Regarde ça », dit-il, lui montrant une vidéo qui la fit secouer la tête et sourire. Il avait toujours été l'insouciant, le petit prince à qui tout était pardonné. Je me souvenais avoir payé l'une de ses amendes de stationnement quand il était encore étudiant, et une autre fois, l'avoir tiré d'affaire quand il avait accidenté sa voiture. Personne ne mentionnait ces nuits-là. Ce soir, il était juste le charmant Benjamin, adoré comme toujours. J'essayais de me joindre au rythme de la pièce, hochant la tête, souriant, proposant même de remplir les verres. Mais chaque fois que je parlais, mes mots semblaient tomber à plat, à peine remarqués, avant que la conversation ne me dépasse. Je me demandais s'il savait seulement les heures que j'avais passées à travailler ce mois-ci, restant tard au bureau jusqu'à ce que les agents d'entretien éteignent les lumières. Tout ça pour pouvoir m'offrir les cadeaux supplémentaires empilés sous ce sapin. Quand Manon revint vers moi, ses petits doigts collants tenant une canne de sucre et cherchant ma main, je sentis une étincelle de connexion. Je me penchai, lui caressai les cheveux et lui dis qu'elle était magnifique dans son pyjama rouge. Elle sourit, et pendant une seconde, je me sentis ancrée. Mais alors la voix d'Hélène s'éleva de nouveau, commentant à quel point les enfants de Marc et Sophie portaient le véritable charme de la famille. Elle ne me jeta même pas un regard. Ses mots glissèrent sous ma peau comme des aiguilles froides. Mon père se versa un deuxième verre de vin et se cala, son rire résonnant à quelque chose que Hugo avait dit. J'étudiais son visage, marqué par l'âge, et me demandais s'il m'avait jamais vraiment vue. En grandissant, j'avais été la studieuse, la fille qui faisait ses devoirs sans qu'on le lui demande, qui restait tranquille pendant que les autres se battaient pour l'attention. Je pensais que peut-être, un jour, cela compterait, qu'il serait fier. Mais même maintenant, à 29 ans,
j'étais toujours invisible dans cette maison. L'odeur de la dinde rôtie flottait de la cuisine, riche et lourde. Maman disparut derrière la porte battante et j'entendis sa voix, perçante face à celle plus douce de Sophie, donnant des instructions sur les accompagnements. Quand elle revint, elle lissa de nouveau son chemisier et ajusta une boule brillante sur le sapin, comme si toute la soirée dépendait d'un placement parfait. C'est à ce moment-là qu'elle me regarda, son sourire mince et poli, et prononça les mots qui transpercèrent la soirée. « Tu n'as jamais vraiment semblé faire partie des nôtres, Léa. » Les mots étaient doux, mais ils résonnèrent dans mes oreilles plus fort que la musique de Noël. Ma gorge se serra. Je regardais autour de moi, attendant que quelqu'un s'y oppose, que quelqu'un le prenne à la légère comme une mauvaise blague. Personne ne le fit. Marc se racla la gorge et tendit la main vers un autre verre. Sophie tira Manon sur ses genoux. Hugo haussa les épaules, toujours collé à son téléphone. Mon père se déplaça dans son fauteuil inclinable, marmonnant quelque chose à propos du match à la télévision. Je restais figée, ma tasse de cidre dans la main, tremblant jusqu'à ce que je la pose. Mon pouls battait fort dans mon cou. Je pensais à toutes les années où j'avais couvert leurs factures, aux innombrables chèques que j'avais écrits sans me plaindre, aux vacances que je n'avais jamais prises pour qu'ils puissent garder la maison, aux sacrifices que j'avais discrètement intégrés à ma propre vie. Et là, au milieu de Noël, avec le sapin scintillant comme une carte postale, ma propre mère me disait que je ne faisais pas vraiment partie d'eux. Une vague chaude de honte et de colère m'envahit. Je voulais me lever, crier, leur rappeler chaque fois que je les avais soutenus quand personne d'autre ne le ferait. Mais mes lèvres restèrent serrées. Les enfants riaient, déchirant plus de papier des cadeaux, et le moment passait déjà, étouffé sous une fausse gaieté. Je regardais Hélène repartir vers la cuisine, ses talons claquant sur le parquet, comme si elle n'avait rien dit du tout. Je me calais dans le canapé, mes yeux attirés par le feu dans la cheminée. Mon reflet dans la vitre me regardait, pâle et rigide. Quelque chose changea profondément en moi, silencieux mais indéniable. Cette nuit, cette pièce, cette famille ne serait plus jamais la même. Je laissais échapper un lent soupir, croisais les bras et m'assis en silence, tandis que les conversations reprenaient sans moi. Pour la première fois, je me demandais si ma présence ici était une erreur. Le murmure de leur rire s'estompa à l'arrière-plan, tandis que mon esprit s'évadait complètement, revenant aux hivers de mon enfance, où la maison était tout aussi pleine. Mais ma place à l'intérieur n'y était jamais assurée. Je me souviens, à 10 ans, serrant un certificat de prix d'orthographe dans les 2 mains, courant les marches pour le montrer à ma mère. Elle était dans la cuisine, glaçant des biscuits, son tablier saupoudré de blanc. Je lui tendis le certificat avec fierté, attendant son sourire. Elle y jeta un coup d'œil, puis à l'horloge, et me demanda si j'avais mis la table. Marc avait un trophée de basket sur le comptoir ce même soir, brillant sous la lumière, et elle s'arrêta en pleine phrase pour le polir avec une serviette, comme s'il s'agissait d'une couronne. C'était le rythme de mon enfance, accomplissement suivi de désintérêt. J'ai appris très tôt que si je voulais de l'attention, il fallait que cela vienne de quelque chose d'extraordinaire, car être moyenne signifiait être invisible. J'étudiais plus dur que quiconque, me plongeant dans les manuels scolaires pendant que Hugo jouait aux jeux vidéo et que Marc se pavanait à ses entraînements. Quand ma lettre d'acceptation de l'université Jean Moulin Lyon 3 arriva, je pensais « Enfin, ce sera le moment ». J'entrai dans le salon, tenant l'enveloppe comme un trésor. Hélène était sur le canapé avec Hugo, regardant un film. Elle lut la lettre à voix haute, puis me fit un petit signe de tête et se tourna de nouveau vers l'écran.
Plus tard ce soir-là, quand Marc obtint une promotion à son travail d'été, elle appela toute la famille dans la cuisine pour un gâteau et des photos. C'était comme ça à chaque fois. Marc était la fierté, le fils aîné, celui destiné à la grandeur. Hugo était le bébé, le gentil garçon qui ne faisait jamais rien de mal. Et moi, j'étais juste là pour combler les lacunes, utile quand il y avait des tâches à faire ou des factures à payer, mais jamais le centre d'attention. Pour les anniversaires, mes cadeaux étaient pratiques, des pulls ou des carnets, tandis que Marc recevait des montres et Hugo des billets pour des matchs de football. À Noël, je me retrouvais souvent à mettre les assiettes dans la salle à manger pendant que les garçons montraient les nouveaux gadgets qu'ils avaient déballés. Hélène riait de leurs bêtises et me renvoyait d'un commentaire rapide sur le fait que les filles n'étaient jamais aussi fortes ou aussi intelligentes que les garçons. Quoi qu'il en soit, j'avais l'habitude de m'asseoir sur l'escalier pendant les fêtes de famille, les genoux repliés sur ma poitrine, écoutant la musique et les rires filtrés à travers les murs. Parfois, des proches me demandaient pourquoi j'étais si silencieuse, et Hélène gloussait en disant « Les filles sont juste plus timides, pas faites pour le même genre de lumière. » Ces mots s'étaient gravés en moi, me rendant plus petite à chaque fois, jusqu'à ce que je croie qu'elle avait peut-être raison. Je pensais que si je travaillais plus dur, si j'obtenais suffisamment de reconnaissance en dehors de ces murs, je serais enfin digne à l'intérieur. Mon père, Philippe, était plus doux avec moi. Il me décoiffait en allant au travail, ou me glissait 1 € quand j'avais besoin d'un ticket de bus. Quand il m'a trouvée en pleurs une fois, après qu'Hélène m'ait réprimandée pour avoir répondu, il s'est assis à côté de moi et m'a dit qu'il était fier de moi. Mais il ne l'a jamais dit assez fort pour qu'elle l'entende. Il vivait dans des accords silencieux, maintenant la paix dans une maison où la voix de ma mère régnait sur tout. Je désirais qu'il prenne ma défense, qu'il lui dise que je comptais autant que les garçons. Mais il ne l'a jamais fait. Son silence était une deuxième blessure superposée à la première. Au lycée, j'avais appris à canaliser ma douleur en réussite. Des mentions, des rôles de leader, des bourses. Je me disais que le succès serait mon bouclier, qu'un jour, il n'aurait d'autre choix que de me voir. J'ai obtenu mon baccalauréat parmi les meilleurs de ma promotion, mes professeurs disant à mes parents que j'étais remarquable. Hélène sourit poliment à la cérémonie, puis passa le trajet en voiture à parler des play-offs de basket de Marc. Je regardais par la fenêtre tout le temps, serrant mon diplôme contre ma poitrine comme en secret. L'université de Lyon devint mon échappatoire. Le campus était à 2 heures de route, mais cela aurait pu être un autre monde. Là-bas, je n'étais pas l'oubliée d'Hélène. J'étais Léa, la fille qui avait gagné sa place. J'ai étudié l'économie, passé des nuits à la bibliothèque sous des lumières fluorescentes bourdonnantes, et rêvé un jour de vivre dans une ville où personne ne me connaîtrait comme l'ombre de ses fils. Même alors, je continuais d'envoyer de l'argent à la maison. D'abord, c'était de petites sommes pour couvrir les manuels de Hugo, puis des montants plus importants quand papa perdit ses heures supplémentaires à l'usine. Je me disais que c'était temporaire, que c'était mon devoir de famille, que peut-être ce sacrifice gagnerait leur respect. Mais chaque visite me prouvait le contraire. Des dîners de Noël où je coupais la dinde pendant qu'Hélène rayonnait aux histoires de Marc. Des barbecues d'été où Hugo rentrait tard et était pardonné avec des rires, tandis que j'étais réprimandée pour trop travailler. Même à Noël, la seule fête que je pensais être égale, je finissais par faire la vaisselle seule, pendant que les autres chantaient des chants de Noël dans le salon. Je regardais mon reflet dans la fenêtre de la cuisine et me demandais pourquoi je continuais d'essayer. Assise là maintenant, femme adulte dans cette même maison, je sentais le poids de toutes ces années peser sur moi.
Les mots insouciants d'Hélène ce soir n'étaient pas nouveaux. Ils étaient l'écho de chaque renvoi que j'avais avalé depuis l'enfance. Chaque instant où j'avais supplié silencieusement une reconnaissance qui n'était jamais venue. Je pressais mes doigts dans le tissu de mon pull, régulant ma respiration. Le feu crépitait. Les enfants riaient. L'odeur de la dinde flottait lourdement autour de moi. La nuit continuait comme si rien n'avait été dit, mais en moi, une clarté nette se formait. Je réalisais que depuis le tout début, j'avais essayé de prouver que j'avais ma place, courant après un endroit qui n'avait jamais vraiment existé pour moi. Mes yeux se levèrent vers le sapin, ses ornements brillants d'or et de rouge. Sous les branches se trouvaient les cadeaux que j'avais payés, emballés dans du papier éclatant, attendant d'être déchirés. Je me demandais si quelqu'un comprendrait un jour combien de moi-même j'avais enterré sous ces rubans. Combien d'années de silence cela m'avait coûté. Je laissais échapper un long souffle et me calais, écoutant Marc se lancer dans une autre histoire, Hélène pendue à chacun de ses mots. Hugo étendit ses jambes sur la table basse, souriant à quelque chose sur son écran. Mon père ajusta ses lunettes et hocha la tête. J'étais assise tranquillement, une femme adulte qui avait passé toute sa vie à désirer une place dans cette famille. Et pour la première fois, je commençais à accepter la vérité. Ma remise de diplôme en 2016 était censée être un commencement. La ligne lumineuse où tout mon travail portait enfin ses fruits. J'avais le tailleur impeccable, la lettre d'embauche d'un cabinet financier à La Défense, à Paris, et l'excitation d'un salaire qui semblait presque impossible comparé au petit boulot que j'avais enchaîné à l'université. Ma première semaine, marchant dans les rues animées près du quartier d'affaires, j'ai eu l'impression que la vie penchait en ma faveur. Mais les appels ont commencé presque immédiatement. Le premier appel vint de mon père. Son vieux pick-up était tombé en panne en allant au travail. Il semblait gêné, la voix basse, me demandant si je pouvais couvrir la facture de réparation jusqu'à son jour de paie. C'était un peu plus de 1 000 €, rien comparé à ce que je pensais gagner. J'ai dit oui sans hésiter. Je voulais être utile, prouver que je faisais partie de la famille. Une semaine plus tard, ma mère appela à propos du prêt immobilier. Elle était en retard sur les paiements, stressée par les avis de la banque. J'ai viré 15 000 € pour éviter une saisie, l'estomac noué en appuyant sur « Envoyer ». Je me disais que c'était temporaire, juste le temps qu'ils se remettent sur pied. Mais ce ne fut jamais temporaire. Une crise en entraînait une autre. Hugo avait besoin de frais d'inscription pour sa formation professionnelle, et il m'appela comme si c'était une course banale, demandant 5 000 €, comme si j'étais son banquier personnel. La voiture de Marc était sur le point d'être saisie, et Hélène insista pour que j'intervienne. 7 500 € disparurent de mon compte pour sauver sa fierté. Mon père eut une alerte de santé, des douleurs thoraciques qui menèrent à une opération. 20 000 € de frais non couverts retombèrent directement sur mes épaules, car l'assurance couvrait à peine la moitié. Puis vint le toit, puis la chaudière. Chaque demande écrite comme un nouveau chapitre d'un livre que je n'avais jamais voulu lire. À la fin de cette année-là, j'avais versé plus de 55 000 € dans cette maison que j'avais autrefois considérée comme la mienne. Au travail, mes collègues économisaient pour des appartements, des vacances et de futurs mariages. Je gardais les reçus des virements. Vivant dans un petit 2 pièces près de Montparnasse, avec de la peinture écaillée et des meubles d'occasion. Les vendredis, quand tout le monde sortait prendre des cocktails, je restais souvent chez moi, mon esprit déjà à calculer quelle nouvelle demande arriverait ensuite. Mon petit ami de l'époque, Thomas, essayait d'être patient. Il me connaissait depuis l'université, à travers les longues nuits d'études et les rêves d'une vie construite ensemble. Au début, il admirait mon dévouement envers ma famille. Il me disait que j'étais généreuse, altruiste,
le genre de femme que n'importe qui aurait de la chance d'avoir. Mais au fil des mois, son admiration se transforma en frustration. Nous étions assis l'un en face de l'autre dans un petit restaurant italien un soir, le genre avec des bougies rouges vacillantes dans des photophores en verre. Il fut silencieux pendant la majeure partie du repas, poussant les pattes dans son assiette, la mâchoire serrée. Finalement, il posa sa fourchette et me regarda avec des yeux fatigués. « Léa, quand allons-nous vivre notre vie ?» Je clignai des yeux, confuse. « Que veux-tu dire ?» Il se pencha en avant, sa voix basse mais ferme. « Chaque fois que nous parlons d'emménager ensemble ou d'économiser pour quelque chose de plus grand, tu me dis que tu ne peux pas à cause de ta famille. Je respecte la loyauté, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de place pour nous. » Je voulais argumenter, lui dire que c'était juste une période difficile, qu'une fois les choses stabilisées, nous pourrions construire la vie dont nous parlions. Mais la vérité pesait lourdement sur moi. Il n'avait pas tort. Mon salaire disparaissait dans des problèmes qui n'étaient pas les miens, dans des personnes qui ne disaient jamais merci, au-delà d'un SMS pressé ou d'un appel rapide. J'ai essayé d'expliquer, de le convaincre que les obligations familiales étaient temporaires, que j'avais juste besoin de plus de temps. Thomas secoua la tête. « Temporaire, Léa, ça fait 1 an et demi. Tu ne le vois pas, mais tu disparais en eux. Et je ne sais pas si je peux continuer à attendre que tu te choisisses toi-même. » Je regardais la corbeille à pain à moitié vide, la gorge serrée. Il tendit la main vers la mienne, la serra doucement, puis la lâcha. Ce fut la nuit où nous nous sommes séparés. La nuit où j'ai réalisé que l'amour ne pouvait pas survivre quand toute mon énergie était consommée ailleurs. Après le départ de Thomas, je me suis jetée encore plus intensément dans le travail, gravissant les échelons un projet à la fois. Je travaillais tard le soir, rédigeais des rapports interminables et faisais des présentations devant des cadres qui approuvaient ma précision. Mes supérieurs me louaient, mais je célébrais rarement. Au lieu de cela, je redirigeais mes primes vers Écully. Chaque virement direct arrivait avec une soustraction. Chaque augmentation avalée par un nouveau besoin. Parfois, quand j'étais seule dans mon appartement, j'ouvrais mon application bancaire et parcourais les transactions. 15 000 € ici, 7 500 là. Une série de chiffres qui racontaient l'histoire de ma servitude. J'essayais de me convaincre que ça en valait la peine, que j'achetais de la loyauté, peut-être même de l'amour. Mais au fond de moi, une douleur sourde chuchotait qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter ce que je cherchais depuis mon enfance. Une nuit, après avoir couvert la réparation de la chaudière, j'ai appelé la maison, juste pour entendre un peu de gratitude. Hélène a décroché. Je lui ai dit que le paiement était passé. Elle a dit « Bien ». Puis elle m'a demandé si je pouvais aussi envoyer de l'argent pour les décorations de Noël. Elle l'a dit comme si c'était évident, comme si, bien sûr, je m'en occuperais. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé le plafond, le ronronnement de mon chauffage emplissant le silence. Pour la première fois, l'idée m'a traversé l'esprit que tout cela n'était peut-être pas un devoir, mais de l'exploitation. Pourtant, j'ai continué. Je me disais que les familles traversaient les tempêtes ensemble, que le sacrifice était ce qui nous liait. Mais quand l'absence de Thomas résonnait dans mes nuits, quand mes amis célébraient des étapes importantes, tandis que je restais enchaînée à des obligations sans fin, je me demandais si j'avais échangé ma liberté contre des chaînes que j'avais moi-même attachées. La réalisation fut nette et froide. Tout l'argent, toutes les années, et j'étais toujours la même fille assise dans l'escalier, observant les rires de loin. J'ai éteint la lumière de mon appartement, me suis allongée sur le lit et j'ai murmuré dans le noir que peut-être le sacrifice sans retour n'était pas de l'amour du tout. Le matin arrivait toujours trop tôt dans ce studio exigu. Les murs minces laissaient filtrer le bruit des bus parisiens à l'extérieur et le radiateur sifflait comme s'il menait une bataille perdue contre le froid de Paris.
Je conduisais ma vieille Honda Civic argentée au travail tous les jours, son chauffage gémissant comme s'il était aussi fatigué que moi. Tandis que mes collègues comparaient leurs notes sur les escapades du week-end et les nouveaux restaurants, j'ajustais silencieusement mon écharpe et me rappelais que la majeure partie de mon salaire était déjà allouée avant même d'être versée. Chez moi, les meubles étaient dépareillés et d'occasion, le matelas toujours à même le sol, car acheter un cadre de lit me semblait toujours une extravagance. Pendant ce temps, la maison des Dubois à Écully scintillait chaque saison de nouvelles lumières, de nouveaux rideaux et des odeurs chaleureuses de dîners achetés avec l'argent que j'avais envoyé. Je payais pour qu'il soit à l'aise, pendant que je vivais dans quelque chose qui s'apparentait davantage à de la survie. Ma mère Hélène ne me laissait jamais oublier le peu qu'elle pensait de la vie que j'avais construite. À Noël, pendant que je faisais circuler la sauce, elle sourit et dit à tante Isabelle que Léa travaille tout le temps, la pauvre. C'est pour ça qu'elle n'a toujours pas de mari. Qui veut d'une femme enterrée sous les tableurs ? Les mots piquaient, non pas parce qu'ils étaient nouveaux, mais parce qu'ils étaient toujours les mêmes. Elle pouvait prendre mon argent, mais jamais admettre qu'elle était fière de moi. Les fêtes se transformaient en performances silencieuses. J'arrivais avec des cadeaux soigneusement emballés, souvent achetés avec les 100 derniers euros qu'il me restait après avoir couvert une autre urgence. Ils les déballaient, souriaient poliment, puis se tournaient les uns vers les autres avec des histoires et des blagues d'initiés dont je ne faisais jamais partie. Marc se vantait de sa nouvelle promotion. Hugo riait de ses soirées entre amis, et Hélène s'assurait que l'attention revenait toujours à elle. Je suis devenue le pilier invisible qui les soutenait tous, mais personne ne me regardait. À 27 ans, l'épuisement s'était gravé en moi. Je me réveillais avec une lourdeur qu'aucun sommeil ne semblait guérir. Au travail, mes yeux se brouillaient sur des chiffres qui m'excitaient autrefois. Je m'en prenais à mes collègues pour de petites erreurs, puis rentrais chez moi et pleurais dans mon oreiller parce que je détestais devenir amère. C'est ma collègue Laura qui m'a prise à part après une autre longue réunion et m'a demandé si j'avais déjà envisagé une thérapie. Ces mots ont résonné dans ma tête pendant des semaines, jusqu'à ce que je m'assoie enfin dans un bureau faiblement éclairé dans le 6e arrondissement de Paris, en face de la docteure Sophie Dubois, une thérapeute aux yeux calmes et à la voix qui portait à la fois gentillesse et poids. Elle m'a demandé pourquoi j'étais venue. Je lui ai parlé de l'argent, de la famille, du cycle sans fin qui ne me laissait rien. Ma voix a tremblé quand j'ai admis que je me sentais invisible, comme si toute mon existence était une extension des besoins de quelqu'un d'autre. La docteure Dubois a écouté sans interrompre, son stylo ne bougeant qu'occasionnellement. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en avant. « Léa, vous êtes parentifiée. » Ce mot m'a surprise. Elle a expliqué que les enfants dans des familles comme la mienne sont souvent forcés d'assumer des rôles d'adultes trop tôt, prenant la responsabilité de leurs parents et de leurs frères et sœurs au lieu d'être autorisés à grandir librement. « C'est pourquoi vous vous sentez si fatigué, dit-elle. Vous portez une famille sur vos épaules depuis votre adolescence. » La vérité m'a frappée comme de l'eau froide. Je m'étais toujours considérée comme la belle âme, la responsable, celle sur qui on pouvait compter. L'entendre décrire comme une enfance volée me serra la gorge. La docteure Dubois m'a demandé de me souvenir de la dernière fois que j'avais fait quelque chose purement pour moi. Je l'ai regardée, réalisant que je ne pouvais pas répondre. Les vacances, les loisirs, même les relations avaient tous été interrompus par des appels téléphoniques et des obligations. Mes 20 ans avaient disparu dans des factures et des virements. En rentrant chez moi en train ce soir-là, j'ai regardé la ville défiler à travers les fenêtres et je me suis demandé quel morceau de moi-même avait été perdu pendant que j'étais occupée à sauver tout le monde. Les rires des étudiants remplissaient le wagon, leurs sacs à dos négligemment jetés alors qu'ils faisaient des projets de concerts et de rendez-vous.
J'étais assise là, dans mon tailleur de travail, serrant mon sac en cuir usé, me sentant des décennies plus âgée que je ne l'étais réellement. À Noël, cette année-là, je suis arrivée chez mes parents avec une autre enveloppe d'argent glissée dans mon sac à main. Le sapin était parfaitement décoré, les lumières scintillant d'or et de rouge, les chaussettes de Noël remplies à ras-bord. Ma mère m'a salué d'un baiser préfunctoire sur la joue et a chuchoté qu'elle espérait que j'avais apporté de l'argent supplémentaire cette fois-ci. La facture de carte de crédit avait été lourde après tous les achats. Son ton était doux pour quiconque écoutait, mais j'ai perçu l'acier sous-jacent. Pendant le dîner, elle s'est tournée vers moi, verre de vin à la main, et a dit à la table que, peut-être que si Léa ne passait pas toutes ses heures à ce bureau, elle trouverait quelqu'un pour l'épouser. Marc rit, Hugo sourit narquoisement, et mon père baissa les yeux sur son assiette. Je sentis mes joues brûler, mais forçai un sourire. J'avais pris l'habitude d'avaler les mots. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, j'ai ouvert l'enveloppe que j'avais l'intention de leur donner. Pour la première fois, j'ai hésité. Les mots de ma thérapeute me revinrent, me rappelant que l'amour ne se mesurait pas en sacrifice qui ne laissait rien derrière. Pourtant, la culpabilité me rongeait. J'ai posé l'enveloppe sur le comptoir, incapable de la jeter, mais réticente à la livrer. Des semaines plus tard, lors d'une autre séance avec la docteure Dubois, j'ai avoué à quel point je me sentais déchirée. Elle m'a étudiée attentivement, puis a dit que la culpabilité est souvent une laisse forgée dans des familles comme la vôtre. Si vous continuez à la nourrir, vous ne connaîtrez jamais la liberté. Des larmes ont coulé sur mon visage, alors que je réalisais à quel point je m'étais enchaînée. En sortant de son cabinet dans l'air vif de janvier, j'ai senti quelque chose changer. Pour la première fois, je me suis demandé si ma jeunesse n'avait pas déjà été échangée, non par accident, mais par un choix que je n'avais jamais vraiment eu. Je me tenais sur le trottoir, la ville bourdonnant autour de moi, et je me suis murmuré une promesse. Je ne passerai pas le reste de ma vie invisible. Le courriel annonçant ma promotion arriva par un froid matin de février. Mon nom figurait en bonne place au milieu du mémo interne félicitant mon passage au poste d'analyste senior dans un cabinet au cœur de la Défense, à Paris. J'aurais dû me sentir fière, peut-être même triomphante, après des années de nuits tardives et de tableurs sans fin. Au lieu de cela, lorsque j'entrai au bureau, les premiers mots que j'entendis furent des rires étouffés venant de la salle de pause. 2 de mes collègues masculins étaient appuyés contre le comptoir avec leur café, souriant comme des lycéens. L'un d'eux, Antoine, dit assez fort pour que je l'entende « Facile d'être promu quand on n'a pas de famille pour vous distraire. Femme célibataire, pas d'enfants, pas de responsabilité. Bien sûr, elle peut travailler 60 heures par semaine. » L'autre gloussa et ajouta « Ça doit être bien de n'avoir rien d'autre dans la vie. » Ma poitrine se serra, mais je forçai mes lèvres à un sourire poli et passai devant eux comme si leurs mots n'étaient que du bruit de bureau. À l'intérieur, cependant, leur voix résonnait comme un marteau contre du verre. En réunion, ce n'était pas différent. Nous préparions une présentation majeure pour un client potentiel qui pourrait apporter des millions au cabinet. J'avais analysé les données, construit les modèles et même rédigé la stratégie qui formerait l'épine dorsale du pitch. Pourtant, lorsque le directeur général demanda qui présenterait, Antoine prit la parole sans hésitation. « Je peux m'occuper du diaporama. Léa a fait le travail de fond, mais je pense que je devrais diriger la pièce. » J'ouvris la bouche pour protester, mais le directeur lui tapa dans le dos et dit « Parfait, une présentation confiante est essentielle. Léa, assurez-vous que les chiffres sont impeccables. »
Mes joues brûlèrent, tandis que la pièce acquiesçait. C'était comme si toutes mes heures de travail s'étaient dissoutes au moment où un homme s'était porté volontaire pour monter au podium. J'ai assisté à la réunion les mains jointes sur mes genoux, écoutant mes idées être remaniées et revendiquées par quelqu'un d'autre. La colère bouillonnait, mais je les ravalais, parce que je savais à quel point les femmes étaient facilement étiquetées comme difficiles. Au moment où je suis retournée à mon bureau, le bureau ressemblait à une cage. Ce soir-là, j'ai marché péniblement dans la gadoue sur les trottoirs devant la gare de Lyon, ma mallette plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. J'avais à peine sorti mon téléphone pour vérifier l'horaire du train quand il vibra avec un message de Hugo. « Salut Cis, je suis encore en retard sur mon loyer. Tu peux me dépanner ce mois-ci ? Juste le temps que je me rattrape. » Les mots s'illuminèrent sur l'écran comme un coup de poing dans l'estomac. Mon petit frère avait 27 ans, tout à fait capable de garder un emploi. Mais d'une manière ou d'une autre, il semblait toujours être en crise. J'ai fait défiler l'historique et j'ai vu la suite de messages similaires de l'année passée, chacun demandant un renflouement. Mes doigts tremblèrent en tapant ma réponse. « Combien ?» Il répondit presque instantanément. « 800. Je te rembourserai. Tu sais que je le ferai. » J'ai ri amèrement au milieu du quai bondé, parce que nous savions tous les deux que cette promesse était vide. J'ai acheté mon billet, me suis assise sur le siège en plastique dur et j'ai regardé par la fenêtre, tandis que le train me transportait vers le nord. L'ironie était profonde. Au bureau, j'étais sous-estimée et mise de côté. À la maison, on s'attendait à ce que je prenne en charge les échecs de tout le monde. Il n'y avait aucun coin de ma vie où j'étais autorisée à simplement exister, sans porter le poids des autres. Plus tard, ce soir-là, j'ai appelé Hugo. Sa voix était douce, presque joyeuse, comme si me demander de l'argent n'était pas plus sérieux que de demander d'emprunter un livre. « Je ne peux pas continuer à faire ça pour toi, » dis-je doucement. Son ton se durcit. « Tu es celle qui a un bon travail, ce n'est pas comme si ça te faisait mal. » J'ai serré le téléphone plus fort, fermant les yeux, tandis que ses mots s'enfonçaient. Ça me faisait mal à chaque fois. J'ai quand même envoyé le virement, puis je me suis assise à ma table de cuisine, regardant l'application bancaire tandis que mon solde diminuait de nouveau. Le ronronnement du réfrigérateur emplissait le silence, se moquant de moi par sa régularité, tandis que ma propre vie tournait en rond. J'étais vidée des deux côtés, et personne ne semblait le remarquer, encore moins s'en soucier. Le lendemain matin, alors que je montais en ascenseur au 32e étage, Antoine et un autre collègue plaisantaient sur la facilité avec laquelle je devais gravir les échelons, puisque je n'avais pas de distraction. Je gardais un visage impassible, mais à l'intérieur, quelque chose commença à changer. Leurs mots, combinés aux demandes de Hugo, se sont fondus en une vérité cinglante. J'étais piégée dans une boucle qui ne se briserait jamais, à moins que je ne la force. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fixé l'écran lumineux. Le tableau des dépenses familiales que je mettais à jour chaque mois s'étirait comme une chaîne. Des paiements de prêts immobiliers que j'avais couverts, des réparations de voitures que j'avais financées, des chèques pour les études que j'avais écrits, des loyers que j'avais absorbés. Chaque ligne était un rappel de la façon dont je m'étais complètement abandonnée. Je me suis calée dans ma chaise et me suis frotté les tempes. Ma promotion, quelque chose qui aurait dû être une victoire, ne me semblait plus qu'une excuse pour que le monde en mette davantage sur mes épaules. Ma famille me voyait comme un filet de sécurité, mes collègues comme une bête de somme pratique. Et moi, je commençais à me revoir invisible, même après m'être promis que non. L'horloge s'approchait de minuit alors que je fermais l'ordinateur portable. Ma poitrine me faisait mal sous le poids de tout cela, mais je me suis dit une vérité avant d'éteindre la lumière.
Si je ne changeais pas quelque chose bientôt, j'allais disparaître entièrement sous les attentes de tout le monde. Dès la première semaine de décembre, les appels de ma mère commencèrent, chacun teinté du même ton anxieux qu'elle utilisait toujours à l'approche des fêtes. « Léa, les choses sont si difficiles cette année », soupira-t-elle un soir, comme si les mots lui échappaient par accident. « Je ne sais pas comment nous allons nous permettre le dîner de Noël. Pas avec le prêt immobilier, les charges et tout le reste qui s'accumule. » Je tenais le téléphone entre mon épaule et mon oreille, tandis que je remuais une marmite de soupe dans ma minuscule cuisine. Mon salaire de ma promotion avait à peine été versé sur mon compte, et je savais déjà où il allait. « Combien penses-tu que cela coûtera, maman ?» demandai-je, essayant de paraître désinvolte. « Juste le strict nécessaire, » dit-elle. « La dinde, les accompagnements, les boissons, peut-être un petit quelque chose pour les petits-enfants, et les décorations aussi. Au moins 1 000 €, peut-être plus. » Au moment où nous raccrochâmes, je faisais déjà des calculs dans ma tête. Dans la semaine qui suivit, je passai ma carte au supermarché, regardant le total grimper à près de 1 200 €. Une dinde congelée qui rentrait à peine dans mon caddie, des sacs de canneberge, des paquets de farine et de sucre, des boîtes de lumière, des boules, du papier cadeau et des rubans. Chaque bip à la caisse sonnait comme un autre morceau de moi-même qui s'en allait. Mais je souriais à la caissière quand même. En plus de cela, je fis un effort particulier pour acheter un cadeau qui me semblait significatif. Mon père s'était attardé sur une veste en cuir aux Galeries Lafayette quelques mois plus tôt, touchant la manche avec un regard rare chez lui. Il n'avait jamais été du genre à se faire plaisir, mais j'avais vu cette étincelle de désir. Alors j'ai économisé et commandé la veste, l'ai fait emballer dans du papier vert foncé et noué avec un ruban doré. Pour une fois, je voulais qu'il ait quelque chose qui ne soit pas une facture payée ou une crise résolue, mais un cadeau qui lui disait que je le remarquais. La veille de Noël, je me suis rendue chez mes parents à Écully, la banquette arrière chargée. L'air sentait le pain et le froid, tandis que je portais les sacs à l'intérieur. Ma mère s'affairait déjà dans la cuisine, de la farine sur son pull. Elle jeta un coup d'œil au sac de courses et laissa échapper un soupir. « Oh Léa, c'est trop. Tu n'avais pas besoin d'acheter tout ça. » Je posai les sacs avec précaution. « C'est Noël, maman. Je voulais juste que tout le monde ait ce qu'il faut. » Elle tendit la main dans un des sacs, en sortit la veste emballée et secoua la tête. Un manteau en cuir, vraiment. C'est extravagant. On dirait que tu essaies de te faire remarquer plus qu'autre chose. Ces mots me touchèrent plus vivement que je ne l'avais imaginé. J'avalai ma salive, glissai une mèche de cheveux derrière mon oreille et forçai un petit sourire. C'est juste quelque chose qui plaira à papa, c'est tout. Elle n'argumenta pas davantage, se retourna simplement vers le comptoir, mais la piqûre persistait. J'avais passé des semaines à penser à ce cadeau, et en une phrase, elle l'avait réduit à de la vanité. À l'étage, je posai les paquets sous le sapin, les lumières brillant doucement à travers la pièce. Ma belle-sœur Sophie apparut dans l'embrasure de la porte, repoussant ses cheveux avec des mains fatiguées. Elle me fit un petit sourire complice. « Tu as beaucoup fait, Léa. Plus que quiconque ne le demande à voix haute, mais nous le savons tous. » Je haussai les épaules, soudainement gênée. « C'est bon, c'est Noël. » Ses yeux s'adoucirent. « Je veux juste que tu sois prête. Ce soir et demain ne seront peut-être pas faciles. Ma belle-mère a des mots cinglants, mais même elle ne se compare pas à Hélène quand elle décide de dire ce qu'elle pense. » J'étudiais son visage, l'étincelle de prudence dans ses yeux, et sentis un nœud se serrer dans mon estomac. « Que veux-tu dire ?» Elle hésita, puis dit simplement « Tu verras. » Sa voix était calme, presque compatissante,
mais le malaise qu'elle sema prit rapidement racine. Je m'assis sur le canapé plus tard, fixant les ornements lumineux, écoutant les sons étouffés de ma famille se déplaçant dans la maison. Et pour la première fois, je me demandais si ce Noël ne serait pas juste un autre cycle de dons et de ravalement de ma douleur. Quelque chose dans la façon dont Sophie avait parlé me donnait l'impression que la nuit à venir était déjà prête à basculer. Quand je suis finalement montée à l'étage dans la chambre d'amis, j'ai posé mon téléphone sur la table de chevet et j'ai essayé de dormir. Mais les mots se répétaient encore et encore. Tu verras. L'air était lourd de l'odeur des tartes cuites et de la viande rôtie. Pourtant, sous tout cela, il y avait une tension que je ne pouvais nommer. Mes mains me faisaient mal à force de porter des sacs, mais ce qui me faisait le plus mal, c'était la pensée que quoi que je fasse, ce ne serait jamais assez, jamais juste, jamais vu pour ce que c'était. J'ai tiré la couverture plus haut sous mon menton et j'ai fixé le plafond. Une appréhension silencieuse s'est installée, me chuchotant que ce Noël ne se terminerait pas comme tous les autres. Le matin arriva avec l'odeur piquante de la cannelle et du clou de girofle flottant depuis la cuisine, et je me forçais à sortir du lit, lissant ma robe et arrangeant mes cheveux, comme si les couches de préparation pouvaient me protéger de ce qui m'attendait. En bas, le sapin brillait plus que jamais, ses lumières se reflétant sur les ornements que nous avions collectionnés au fil des ans. Philippe était assis près de la cheminée, portant déjà la veste en cuir que je lui avais offerte, sa main lissant la manche comme si elle était faite d'or. Son sourire était doux, presque enfantin, et pendant un instant, cela me réchauffa de le voir si heureux. La maison était vivante de bruit. Marc apportait des bouteilles de vin, Hugo s'affairait avec l'enceinte pour lancer les chants de Noël, et les enfants virevoltaient dans un flou de rire et de cannes de sucre. Ma tante Claire était arrivée avec un plateau de biscuits, embrassant tout le monde sur la joue et complimentant l'allure des garçons. Elle me fit une étreinte, chaleureuse et sincère, et pendant un moment, je m'y accrochais. Le dîner s'étalait sur la table comme un festin de magazine. La dinde était dorée, la farce, des bols fumants de purée de pommes de terre et de sauce au canneberge alignés comme des soldats. Tout le monde remplit son assiette, les rires résonnant dans la salle à manger, tandis que les tintements des fourchettes et des verres emplissaient l'air. Je regardais mon père découper la dinde, la veste bien ajustée sur ses épaules. Et quand ses yeux rencontrèrent les miens, il me fit un signe de tête qui en disait plus que des mots. Ce signe de tête me dit qu'il savait, au moins d'une manière silencieuse, ce qu'il avait fallu pour qu'il porte cette veste, pour que tout cela soit devant lui. Mais les yeux d'Hélène me trouvèrent peu après. Elle leva son verre de vin avec un sourire malicieux, sa voix assez perçante pour traverser la musique. « Léa, je remarque que tu es encore venue seule. Si occupée par le travail, je suppose que personne n'a le temps de te suivre. Presque 30 ans et toujours rien de sérieux. » Les mots tombèrent dans la pièce comme de l'eau glacée. Les rires faiblirent. Les fourchettes restèrent en l'air. Même Hugo, qui remarquait rarement ce qui ne le concernait pas, se déplaça maladroitement. Le regard de Sophie se posa sur moi, la pitié scintillant sur son visage, tandis que Marc toussait dans sa serviette. Une chaleur monta dans mon cou, mes joues brûlant alors que chaque paire d'yeux semblait se poser sur moi. J'essayais de stabiliser ma voix. « Je suis venue pour être avec la famille, maman. C'était le but. » Hélène haussa légèrement les épaules, ses lèvres se recourbant. « Bien sûr, bien sûr. Je m'inquiète, c'est tout. Une femme ne devrait pas laisser la vie passer à côté d'elle. » Claire intervint, son ton joyeux mais ferme, essayant d'adoucir le coup. « Hélène, laisse-la tranquille. Léa est ravissante ce soir, n'est-ce pas ?
Mais le mal était fait. Les enfants s'étaient tus, sentant le changement, et le doux murmure de la soirée s'était estompé. Je fis tourner un morceau de dinde dans mon assiette. Les saveurs étaient fades dans ma bouche. La veste sur les épaules de mon père ne ressemblait plus à un triomphe, mais à un autre poids enchaîné à moi. Hugo essaya de relancer l'ambiance, faisant une blague sur sa recherche d'emploi et comment peut-être Léa pourrait l'embaucher comme son assistant un jour. Quelques rires suivirent, mais ils étaient faibles, forcés. Sophie passa sa main sous la table et serra la mienne, un petit geste qui faillit me briser. Je me forçais à sourire, acquiesçant au bavardage, bien que mes entrailles se tordent. Chaque année, j'avais donné plus, porté plus, arrangé plus. Et chaque année, les projecteurs se posaient sur moi, non pour célébrer, mais pour exposer. La musique reprit doucement. Les enfants retournèrent à leurs cadeaux, le papier cadeau froissant, tandis qu'ils déchiraient les boîtes. Je regardais les enfants crier de joie devant des trains miniatures et des poupées. Leur joie, un petit bouclier contre la lourdeur qui s'installait dans la pièce. Pourtant, même leur rire ne pouvait masquer l'écho de la voix d'Hélène dans ma tête, tournant comme une moquerie. Presque 30 ans et toujours rien de sérieux. Je pris mon verre et bus une lente gorgée, la gorge serrée. Autour de moi, la famille reprit son rythme, mais je pouvais sentir la fracture, invisible mais indéniable, comme si la maison elle-même retenait son souffle. La chaleur du feu vacillait contre les ornements, mais à l'intérieur de moi, il n'y avait qu'un silence grandissant, épais et inflexible. J'étais assise à cette table, entourée des personnes pour qui j'avais sacrifié, et je me sentais plus seule que jamais dans ma vie. Et dans ce silence, une pensée claire me traversa l'esprit. La nuit ne faisait que commencer. Le feu crépitait doucement dans l'âtre, comme pour se moquer du silence qui s'était installé dans la pièce. Claire se déplaça sur sa chaise, lissant sa jupe, tandis que Sophie tendait la main vers son verre et fit semblant de boire une gorgée, bien que sa main tremblât légèrement. Hugo se cala en arrière, souriant paresseusement, essayant de récupérer l'attention qui s'était détournée de lui. Il se lança dans une autre histoire sur la façon dont son patron au lavage auto le sous-estimait toujours, comment il pourrait démissionner à tout moment et lancer sa propre affaire, peut-être une chaîne YouTube ou un podcast. Sa voix résonna dans la pièce, essayant de dissimuler l'étrange tension, et tout le monde gloussa poliment. Je souris faiblement, bien que les muscles de mon visage me fassent mal. Mes oreilles bourdonnaient des mots que ma mère avait laissés tomber plus tôt pendant le dîner. La piqûre de sa remarque sur ma vie de célibataire résonnait toujours. Je me concentrais sur les minuscules bulles montant dans mon lait de poule, souhaitant que le moment passe. Mais le regard d'Hélène me retrouva. Ses yeux étaient perçants, non adoucis par la lueur du sapin de Noël. Elle posa son verre sur la table basse avec un clic délibéré. « Tu sais, Léa, dit-elle, sa voix douce mais acerbe. Tu as toujours confondu travailler et jeter de l'argent par les fenêtres avec le véritable amour. » La pièce devint plus silencieuse. Le seul son, les rires étouffés des enfants depuis la salle de jeu. Tu penses que payer les factures, écrire des chèques, acheter des cadeaux chers te rend partie intégrante de cette famille ? Continua-t-elle. Mais ce n'est pas le cas. L'amour ne s'achète pas. Et si c'est tout ce que tu as à offrir, alors peut-être que tu n'as jamais vraiment eu ta place ici. Je sentis mon estomac se tordre, comme si le sol avait disparu sous moi. Mon père se pencha rapidement en avant, essayant d'arrêter le délitement. « Hélène, c'est Noël, » dit-il doucement. « Ne faisons pas ça ce soir. » Mais Hélène ne fit que lever le menton, sa voix prenant de la force. « Non, Philippe,
Ce soir est aussi bon qu'un autre. Il est temps que quelqu'un dise la vérité. Léa n'est pas comme nous. Elle ne l'a jamais été. Elle ne fait pas vraiment partie de cette famille. » Ces mots tombèrent comme une pierre jetée dans l'eau calme, des ondes de choc se propageant sur tous les visages dans la pièce. La bouche de Claire s'ouvrit d'incrédulité. La main de Sophie se porta à sa poitrine, ses yeux se posant nerveusement sur moi. Même Hugo se redressa, son sourire narquois faiblissant, son verre à mi-chemin de ses lèvres. La chaleur monta à mes joues, mais mes mains se stabilisèrent sur la tasse. Pendant près de 3 décennies, j'avais encaissé ces affronts, ces comparaisons, ces rejets froids. J'avais écrit des chèques pour les remboursements de prêts immobiliers, les frais d'hôpital, les études, les réparations de voitures. J'avais sacrifié des week-ends, des vacances et des relations. Tout cela pour être considérée comme l'une des leurs. Et là, elle était devant tout le monde, déclarant que rien de tout cela n'avait d'importance, que je n'étais qu'une étrangère assise sous son toit. Philippe se racla de nouveau la gorge, sa voix légèrement brisée. « Hélène, s'il te plaît, ce n'est pas juste. » Mais je ne le regardais pas. Mes yeux étaient fixés sur les siens, le feu se reflétant dans ses iris comme des étincelles. « Si c'est ce que tu ressens, dis-je lentement, chaque mot mesuré et ferme, alors ne me demande plus jamais d'argent. » Le mot trancha l'air net, laissant un silence si lourd qu'il pesait sur ma poitrine. Claire haleta audiblement. Marc se déplaça sur sa chaise, ses lèvres serrées. Le visage de Sophie était figé par le choc, sa main serrant le bras de Marc. Hugo me regardait, les yeux écarquillés comme s'il ne m'avait jamais vue auparavant. Hélène cligna des yeux une fois, son visage momentanément vide. Puis ses lèvres se courbèrent vers le bas avec dédain, et elle tourna la tête comme si la vue de moi était trop insupportable. Je posai ma tasse avec précaution sur la table, ma main ne tremblant plus. Les lumières de Noël clignotaient régulièrement derrière moi, leur lueur joyeuse se moquant de la fracture qui venait de s'ouvrir au centre de la pièce. Personne ne parla. Les rires de la salle de jeu semblaient lointains, déplacés, un rappel que la joie existait ailleurs pour quelqu'un d'autre. Je me calai contre le canapé, le dos droit, le pouls régulier. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas ravalé. Ma douleur ne m'avait pas fait me recroqueviller pour maintenir la paix. J'avais prononcé une vérité qui ne pouvait être retirée. Le poids de cela s'installa sur moi, terrifiant et libérateur à la fois. Ma famille avait toujours prospéré grâce à mon silence, à ma volonté de porter ce qu'ils ne voulaient pas. Ce soir, je l'avais laissé tomber à leurs pieds. Mon père se frotta le front d'une main, sa voix basse. « Peut-être devrions-nous tous prendre un moment » murmura-t-il, mais personne ne bougea. Je regardais autour de la pièce les personnes pour qui je m'étais autrefois vidé de mon sang, et tout ce que je vis était le choc, l'inconfort, le déni. Aucune voix ne s'éleva pour me défendre. Personne ne dit que j'avais tort ou raison. Ils restèrent tous assis à me regarder, comme s'ils attendaient de voir si je retirerais mes mots. Mais je ne le ferais pas. Je ne le pouvais pas. Le silence s'épaissit jusqu'à ce que j'entende l'horloge tic-tac dans le couloir, chaque seconde traînant sur mes nerfs. Je croisai les mains sur mes genoux et laissai le silence perdurer, car cette fois, je ne les en sortirai pas. Le sapin de Noël scintillait, insouciant, et la nuit avançait vers un territoire inconnu, où rien ne pourrait jamais revenir comme avant. Hugo fut le premier à réagir. Son sourire disparut, et il se pencha en avant sur sa chaise comme s'il essayait de se stabiliser. « Attends, marmonna-t-il, sa voix montant en panique. « Tu ne penses pas ça, n'est-ce pas ? Je veux dire,
Tu ne peux pas juste arrêter. Le visage de Marc était devenu pâle, sa mâchoire serrée, comme s'il retenait des mots. Sophie se déplaça inconfortablement, tirant leurs 2 enfants plus près d'elle, ses bras les enveloppant, comme pour les protéger de la tension crépitante dans la pièce. Je pris une longue inspiration, ma poitrine lourde, mais mes mots plus tranchants que jamais. Au cours des 7 dernières années, j'ai payé près de 60 000 € pour maintenir cette famille à flot. Des paiements de prêts immobiliers, des frais médicaux, des frais d'études, des réparations de voitures, même le toit et la chaudière. J'énumérais chaque élément lentement, délibérément, mes yeux balayant la pièce pour que personne ne puisse faire semblant d'oublier. Tout cela venait de moi. Et à partir de ce soir, c'est fini. Claire se redressa sur sa chaise. Elle avait toujours été celle qui parlait peu, ses visites rares, son sourire poli. Mais maintenant, sa tête hocha une fois, ferme et délibérée, son regard se posant sur moi avec quelque chose comme de l'approbation. Les lèvres d'Hélène s'entr'ouvrirent, son visage se contractant sous l'effort de maintenir son sang-froid. « Léa, ce n'est pas ce que je voulais dire, » dit-elle rapidement, sa voix soudain plus faible. « Tu m'as mal comprise. J'essayais seulement de dire « non », la coupai-je. Tu as dit exactement ce que tu voulais dire. Je ne fais pas partie de cette famille. Ce sont tes mots, et je les ai entendus aussi clairement que tout le monde. » La main de Philippe se leva vers moi, paume ouverte, comme s'il pouvait me retenir en place avec rien de plus que de l'air. « S'il te plaît, ma chérie, » dit-il, sa voix rauque. « Ne laissons pas cela nous déchirer. » Mais la déchirure avait déjà commencé, le tissu des années se défaisant fil par fil. Hugo se pencha de nouveau en avant, sa panique grandissant. « Allez, Léa, tu ne peux pas me laisser tomber comme ça. Le loyer est dû la semaine prochaine. Tu sais que je te rembourserai. » Je ris une fois, un rire court et amer. Le son me surprit moi-même. « Tu dis ça depuis des années, et ça n'est jamais arrivé. » La voix de Marc se fit enfin entendre, calme mais teintée de honte. Elle a raison. Nous nous sommes trop appuyés sur elle. Hélène lui lança un regard perçant. La trahison brillait dans ses yeux. Mais Sophie lui tira la manche, lui murmurant quelque chose d'urgent. Il détourna le visage, incapable de croiser mon regard. Je me levai lentement, lissant ma robe. Le poids de ma décision manquerait, même si mes jambes tremblaient. Mon manteau était accroché au porte-manteau, près de la porte. Et à chaque pas vers lui, le silence s'épaississait, comme si la maison elle-même retenait son souffle. « Léa, attends », plaida Philippe se levant de sa chaise. « C'est Noël, ne pars pas comme ça. » Je glissai mes bras dans les manches de mon manteau de laine, le tissu raide à cause du froid extérieur. Mes doigts s'attardèrent un instant sur les boutons, ma gorge serrée. Mais je ne vacillais pas. « Vous vouliez l'honnêteté ?» dis-je doucement en regardant Hélène. « Maintenant, vous l'avez. » Les enfants s'agitèrent dans les bras de Sophie, leurs grands yeux allant et venant entre les adultes. Elle les calma doucement, sa voix basse. La bouche d'Hélène s'ouvrit de nouveau, ses mots hésitants. « Je ne voulais pas dire. J'étais fâchée. Tu sais, je ne le pensais pas de cette façon. » Mais je secouai la tête, serrant le col de mon manteau plus fort autour de moi. Une fois prononcés, les mots ne peuvent être défaits. Claire expira profondément, ses yeux sur moi, puis tourna son regard vers Hélène. « Peut-être aurais-tu dû y penser avant ce soir, » dit-elle doucement, son ton portant le poids d'un jugement que personne d'autre n'osait exprimer. Je tendis la main vers la porte, ma main s'enroulant autour de la poignée froide en laiton. Philippe s'approcha, le désespoir gravé sur son visage. « S'il te plaît, reste juste au moins jusqu'à demain. Nous pouvons en parler. »
Mes yeux s'adoucirent en le regardant. La seule personne qui avait jamais essayé, même dans son silence. Mais je secouai la tête. J'ai assez parlé. Sur ce, j'ouvris la porte. L'air hivernal s'engouffra, vif et mordant, remplissant mes poumons d'une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Des flocons de neige tourbillonnaient contre la lumière du porche, se posant sur mes cheveux et mon manteau, comme si la nuit elle-même me lavait. Derrière moi, des voix s'élevèrent, des fragments de panique et de supplication. Mais je sortis et refermai la porte, doucement, mais fermement. Le chaos étouffé s'estompa en un léger bourdonnement. Le monde extérieur était silencieux, la neige recouvrant la rue. Chaque flocon scintillait sous la douce lueur des lampadaires. Mes bottes crissaient sur les marches glacées, chaque son marquant mon choix, chaque pas me portant plus loin du poids de cette maison. Pendant des années, je m'étais dévouée à eux, croyant que l'amour signifiait un sacrifice sans fin. Mais ce soir, je vis clairement que le sacrifice n'avait fait que me rendre invisible. Le froid s'infiltra à travers mes gants alors que je les serrais plus fort, mon souffle embuant l'air devant moi. Ma voiture était garée sur le trottoir, une fine couche de neige sur le pare-brise. Je l'essuyais avec ma manche, la piqûre du vent sur mon visage, à la fois dure et libératrice. Derrière les rideaux, je pouvais voir des ombres bouger, des visages regardant dehors. Mais personne ne vint après moi. Pas une seule personne ne s'aventura dans la neige pour m'arrêter. J'ouvris la portière de la voiture, me glissai sur le siège et démarrai le moteur. Le chauffage crépita, lent à chauffer, mais son son remplit le silence à l'intérieur de la voiture. Pour un long moment, je restai assise là, les mains serrant le volant, regardant la maison qui ne m'avait jamais vraiment semblé être la mienne. Mon cœur battait avec un étrange mélange de chagrin et de soulagement, le poids des années pesant, puis se levant lentement. Des flocons de neige frappèrent le pare-brise, fondant en minuscules ruisselets, brouillant la lueur des lumières de Noël qui brillaient toujours à travers la fenêtre. Je mis la voiture en marche, les pneus crissant sur la neige, et je roulais dans la rue calme. À chaque pâté de maison que je mettais entre nous, le nœud dans ma poitrine se desserra. La nuit était froide, la route incertaine, mais pour la première fois, le chemin était le mien seul. La lumière du matin s'infiltra à travers les stores de mon appartement, vive et inopinée, me tirant du sommeil avant que je ne sois prête. Mon téléphone vibra sur la table de chevet, cognant contre le bois jusqu'à ce qu'il bascule. L'écran s'illumina avec le nom de mon père. Je le fixai une longue seconde, puis le laissai sonner jusqu'à ce qu'il tombe sur la messagerie vocale. Pas 5 minutes plus tard, il s'illumina de nouveau, cette fois avec le numéro de Marc. Je le mis en silencieux, mais l'écran s'éclaira aussitôt avec son SMS. « S'il te plaît, Léa, rappelle-moi, j'ai besoin d'aide. » Je laissai tomber le téléphone sur le lit et pressai mes paumes contre mon visage. Seulement 3 jours s'étaient écoulés depuis Noël, mais les conséquences tourbillonnaient déjà comme des vautours. Le téléphone sonna de nouveau, et cette fois je vis le nom de Hugo. Sa messagerie vocale suivit presque immédiatement. Sa voix était brisée, mince de larmes. « Léa, s'il te plaît. Ils disent que je serai expulsée si je ne paie pas mon loyer d'ici vendredi. Je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît, ne me fais pas ça. » Je me calais contre les oreillers, le plafond au-dessus de moi soudainement trop lumineux. Pendant des années, j'avais répondu à chaque appel de ce genre. J'avais cherché mon portefeuille avant même de poser des questions. Mais maintenant, le silence après ces mots était assourdissant, et je réalisais que je n'avais plus rien à donner.
À la fin de cette matinée-là, j'avais 5 appels manqués de mon père, 3 de Marc et 4 de Hugo. Je fis défiler les messages vocaux. La voix de mon père était mesurée au début, puis s'effondrait sous son propre poids. « Léa, je sais que ta mère a parlé à tort et à travers. Elle le regrette. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît, reviens. » Je supprimai le message avant que le nœud dans ma gorge ne se resserre davantage. Cet après-midi-là, une épaisse enveloppe d'une grande banque française glissa par la fente de ma porte. Mon nom n'y figurait pas, mais je savais ce que c'était dès que je vis l'adresse de mes parents estampillée sur le devant. Je m'assis sur le canapé et l'ouvris avec précaution, en sortant la vignette imprimée à l'encre noire. Retard de paiement, dernier avertissement avant saisie. Je pliai la lettre lentement, mes mains tremblant. Pendant des années, j'avais payé pour que cette maison tienne debout. Chaque réparation, chaque facture en retard, j'avais tout porté pendant qu'il me disait que je n'avais pas ma place. Maintenant, les murs que j'avais soutenus seuls se refermaient sans moi. Le téléphone sonna de nouveau ce soir-là, mais cette fois, l'écran affichait le nom de Sophie. J'hésitais, puis répondis. Sa voix était calme, prudente. « Léa ?» J'exhalais, la tension s'échappant de moi juste en entendant quelqu'un qui ne suppliait pas. « Oui, Sophie, je suis là. » Il y eut une pause à l'autre bout, puis un soupir. « Je voulais te dire que tu as fait ce qu'il fallait. » Les mots me glacèrent. Je me redressai sur le canapé, le téléphone serré contre mon oreille. Personne dans cette famille ne m'avait jamais dit que j'avais raison. Pas une seule fois. Sophie continua, son ton plus ferme maintenant. Marc me cachait des choses. Il me disait que nous allions bien, que ses dettes étaient sous contrôle, mais hier j'ai trouvé une autre lettre. Il a des mois de retard sur les paiements. Il s'est appuyé sur toi, donc rien ne transparaissait. Je fermai les yeux, écoutant, ma poitrine lourde. Elle continua. Je l'aime, mais il doit apprendre à se débrouiller seul. Et tu ne peux pas être le filet de sécurité pour toujours. Tu ne devrais pas l'être. Pendant un instant, je ne pus parler. Le soulagement qui m'envahit fut si vif qu'il en fut presque douloureux. Enfin, quelqu'un me voyait. Quelqu'un dans cette famille comprenait le coût de ce que j'avais fait. « Merci », murmurai-je. Les mots semblaient petits, mais c'était tout ce que j'avais. La voix de Sophie s'adoucit. « Je sais que ce soir n'est pas facile. Ils vont insister et supplier, mais ne cède pas. Tu as donné plus que quiconque n'aurait pu. » Nous nous sommes dit au revoir, et je suis restée assise longtemps après la fin de l'appel. Le téléphone toujours à la main, mon cœur battant contre mes côtes. Pour la première fois, le poids sur mes épaules avait changé. Pas disparu, mais plus léger. Le lendemain, les appels revinrent. Hugo laissa un autre message larmoyant, jurant qu'il changerait si seulement je l'aidais cette fois-ci. Marc envoya un SMS qui n'était guère plus qu'une exigence. Ses mots étaient secs, impatients. La voix de papa traversait la ligne avec un mélange de fierté et de désespoir, me rappelant chaque sacrifice qu'il avait fait dans sa vie, comme si cela effaçait le silence quand j'avais le plus besoin de lui. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, j'ouvris mes stores et laissai le soleil d'hiver inonder l'appartement. Dehors, la rue était calme, la neige sur les trottoirs tassée par des étrangers que je ne connaissais pas. Le monde continuait, indifférent à notre chaos familial, et je trouvais cela réconfortant. Pendant des années, j'avais cru que la survie de ma famille dépendait de moi, que sans mon argent, mes efforts, mon pardon sans fin, tout s'effondrerait. Et peut-être que oui. Mais debout à cette fenêtre, je réalisais que cet effondrement n'était plus à ma charge.
Mon téléphone vibra de nouveau sur le comptoir. Je ne regardais même pas cette fois. Au lieu de cela, je me préparais une tasse de café, la vapeur s'élevant dans l'air immobile de mon appartement. J'enroulais mes mains autour de la tasse et laissais la chaleur m'envahir. Le bruit de leur panique emplissait le téléphone. Mais ici, dans mon petit espace, il y avait le silence. Un silence que je m'étais enfin acheté, avec rien de plus que le mot « non ». Et pour la première fois depuis des années, le silence ressemblait à la liberté. J'ai réservé le vol sans demander l'avis de personne. 10 jours à Hawaï, juste moi, une valise avec plus de robes d'été que je n'en avais probablement besoin, et le vœu de ne répondre à aucun appel familial pendant mon absence. Lorsque l'avion a atterri à Honolulu, l'air m'a enveloppé, chaud et lourd, portant le sel, les fleurs et quelque chose comme la possibilité. Le complexe hôtelier était tout ce que les photos avaient promis. Des vagues se brisant contre les roches volcaniques, des palmiers se balançant comme des danseurs, le genre d'eau turquoise dans laquelle on pouvait tomber sans jamais vouloir en ressortir. J'ai laissé mon sac dans la chambre, ouvert la porte du balcon, et je suis restée là, jusqu'à ce que le soleil glisse vers l'horizon, peignant l'océan d'or. Chaque matin commençait de la même manière. Un café sur la véranda, le bruit de la marée tirant contre le rivage, et un silence qui n'appartenait qu'à moi. J'ai réservé un soin au spa, et j'ai laissé des inconnus libérer des années de tension de mes épaules. J'ai marché pieds nus sur la plage, jusqu'à ce que la plante de mes pieds me picote. J'ai terminé 2 livres qui traînaient non lus sur mon étagère depuis des années. Quelque part entre le 4e et le 5e jour, j'ai réalisé que je riais de nouveau. Pas le petit rire poli que j'offrais à mes collègues, pas le rire forcé que j'obligeais lors des dîners de famille, mais un son qui venait de quelque part profond et qui me surprit. Cela m'a frappé de voir à quel point cela avait disparu depuis longtemps. La dernière nuit, je me suis assise sur le sable sous un ciel rempli d'étoiles. J'ai murmuré à l'océan que j'avais fini de mesurer ma valeur en sacrifice. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais vécu 10 jours entièrement pour moi, et le monde n'avait pas pris fin. Quand je suis retournée à Paris, l'hiver m'a giflé aux portes de l'aéroport, mais je portais Hawaï en moi comme une armure. De retour au travail, la différence fut immédiate. Ma concentration était plus vive, ma patience plus longue. Les chiffres s'alignaient sur les tableurs sans le flou habituel de l'épuisement. À la fin de cette première semaine de retour, mon patron m'a appelée dans son bureau. « Vous êtes en pleine forme ces derniers temps, Léa ?» dit-il en remontant ses lunettes sur son nez. La présentation du dernier trimestre a impressionné la direction. Je pense qu'il est temps de parler d'une augmentation. Je suis sortie le cœur battant, un sourire aux lèvres. Après des années à tout donner aux autres, enfin, quelque chose me revenait. C'est lors d'une conférence sur le leadership financier à Denver que j'ai rencontré David Lefebvre, grand, aux cheveux foncés, avec le genre d'assurance facile qui vient de savoir qui l'on est. Nous nous sommes assis l'un à côté de l'autre lors d'une session sur l'analyse des risques. Et dès la première pause café, nous rions comme de vieux amis. Il m'a posé des questions sur mon travail, vraiment posé des questions avec intérêt, au lieu de la politesse vitreuse à laquelle je m'étais habituée. Quand j'ai mentionné que je venais de rentrer d'Hawaï, ses yeux se sont illuminés. « J'adore là-bas, dit-il. La meilleure plongée avec tuba de ma vie. Avez-vous essayé la plongée de nuit avec les raies manta ?» Nous avons fini par parler pendant la session suivante, nous penchant l'un vers l'autre sur des gobelets en carton de mauvais café, découvrant petit à petit que nos vies s'étaient d'une manière ou d'une autre déroulées en parallèle sans jamais se croiser. Quand il m'a demandé si je voulais dîner après la conférence, je n'ai pas hésité.
Cette nuit-là, autour de pâtes et de vin, j'ai réalisé quelque chose d'étonnant. Je ne me sentais pas petite. Je n'avais pas l'impression de devoir prouver ma valeur ou de m'excuser pour qui j'étais. Avec David, je me sentais vue. Le matin après mon retour à la maison, mon téléphone a vibré avec un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Thomas. Mon pouce a hésité sur l'écran avant que je ne réponde. Sa voix était la même, douce, mais teintée de culpabilité. Léa, j'ai pensé à toi. J'ai fait une erreur. Tu as toujours été si forte, si stable, et j'étais trop aveugle pour le voir. Peut-être pourrions-nous parler, peut-être même recommencer. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé ces mots m'envahir. Des mots que j'avais autrefois supplié d'entendre. Mais maintenant, ils semblaient minces comme du papier étiré trop long. Non, Thomas, dis-je. Je ne suis plus la femme que j'étais alors. Il y eut un silence lourd et stupéfait avant qu'il ne murmure quelque chose sur le fait d'être désolé. J'ai mis fin à l'appel, et au lieu du chagrin, je n'ai ressenti que de la clarté. Pendant ce temps, les échos de Noël n'avaient pas quitté ma famille. Les nouvelles filtraient par bribes, parfois de Sophie, parfois de voisins qui avaient encore mon numéro. Les dettes de Marc s'étaient multipliées. Les créanciers se resserraient maintenant que mon argent était parti. Hugo avait finalement été expulsé, ses affaires jetées sur le trottoir de son immeuble minable. Les amis de ma mère chuchotaient derrière son dos, les histoires d'avis de saisie se répandant dans son cercle paroissial. Chaque fois que j'entendais une nouvelle, je me préparais à la culpabilité. Mais elle ne vint pas. Au lieu de cela, il y avait une paix étrange, à savoir que la vérité s'était enfin équilibrée. Ils avaient pris et pris et pris, et maintenant la balance penchait en arrière. Un soir, j'ai allumé une bougie dans mon appartement silencieux. Je me suis versé un verre de vin et je me suis assise près de la fenêtre. La ville bourdonnait en dessous, les voitures se déplaçant en flots de lumière. Pendant des années, j'avais cru que le karma était un mythe, que le sacrifice était simplement la façon dont les choses étaient. Mais en regardant ma propre vie s'épanouir, tandis que la leur se défaisait, j'ai compris quelque chose de nouveau. Le karma n'était pas un coup de foudre du ciel. C'était simplement la fin de la complaisance. J'ai bu une lente gorgée de vin et j'ai laissé le silence s'étirer. Pour une fois, l'histoire n'était pas la leur, c'était la mienne. Et j'étais enfin prête à la vivre. Le printemps fondit en été. Puis l'automne glissa de nouveau en hiver. Et avec lui, le souvenir de la nuit de Noël qui avait tout changé. Je n'étais plus la même femme. Mes journées étaient plus remplies, mais plus légères. Mon rire plus facile. Mes soirées n'étaient plus hantées par des appels téléphoniques exigeant de l'aide. Un froid matin de janvier, mon téléphone sonna et c'était Philippe. Sa voix tremblait d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. « Léa, ta mère est à l'hôpital. C'était une crise cardiaque. » Les mots tombèrent lourdement, et même si une partie de moi voulait les ignorer, je ne pouvais pas. Peu importe les années d'amertume, peu importe les blessures, elle était toujours ma mère. J'ai conduit jusqu'à un grand hôpital parisien, la ville enveloppée de givre, mes mains serrant le volant si fort que mes phalanges blanchissaient. Quand je suis entrée dans sa chambre d'hôpital, les machines qui bipaient et la lumière pâle la rendaient plus petite que dans mes souvenirs. Le visage d'Hélène était vidé de ses couleurs, ses cheveux aplatis contre l'oreiller. Ses yeux s'ouvrirent quand elle m'entendit, et des larmes montèrent immédiatement. « Léa » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « J'avais tort. Toutes ces années, j'avais tellement tort. Tu ne fais pas seulement partie de cette famille, tu en es le cœur. »
Je restais figée, la poitrine serrée. Pendant si longtemps, j'avais désiré ces mots, les avais imaginés venir dans un grand moment de réconciliation. Pourtant, maintenant, les entendant alors qu'elles gisaient, faibles et fragiles, je ressentis quelque chose de plus profond que le triomphe. Je ressentis du chagrin pour les années perdues. Je m'assis à côté d'elle et lui pris la main. La peau était fine, presque translucide, et je sentais chaque tremblement. Nous avons toutes les deux pleuré doucement, le son de nos sanglots emplissant la pièce stérile. « Je te pardonne, maman », dis-je softly. « Mais les choses ne reviendront pas comme avant. Je t'aimerai, je serai là pour toi, mais je ne paierai plus pour la vie de tout le monde. » Ses doigts se resserrèrent faiblement autour des miens, et pour la première fois de ma mémoire, elle n'argumenta pas. Elle hocha seulement la tête, des larmes coulant dans sa chevelure. Les semaines qui suivirent furent lentes. Hélène se rétablit, bien que la crise cardiaque l'ait changée. Elle ne me donnait plus d'ordre, ni ne me réprimandait pour ne pas être assez. Au lieu de cela, elle écoutait plus, parlait moins. Philippe cessa de m'appeler pour réparer ce qui n'allait pas dans leur maison. Il commença à gérer leurs factures avec une nouvelle discipline, réalisant peut-être enfin le poids que j'avais porté si longtemps. Marc, confronté à ses dettes et sans bouée de sauvetage, prit un deuxième emploi dans un entrepôt de distribution. Sophie me raconta plus tard qu'il se plaignait sans cesse au début, mais quelque chose changea quand il vit son propre salaire couvrir leur loyer. Hugo trouva un colocataire et prit des quarts de travail réguliers dans un restaurant. Tante Claire me dit qu'elle était fière de lui, bien qu'elle rit de son air humble portant des assiettes de crêpes au lieu de se pavaner dans des baskets chères achetées avec mon argent. Même les fêtes changèrent. Le Noël suivant fut plus petit, plus calme. Tout le monde apporta un plat au lieu de s'attendre à ce que je finance un festin. Les cadeaux étaient modestes, emballés dans du papier recyclé, mais il y avait des rires qui semblaient plus réels que toutes les années de paquets brillants que j'avais achetés. Sophie me trouva seule dans la cuisine, en train de faire la vaisselle, et dit « Tu as sauvé cette famille, Léa, mais pas de la manière dont tu penses, qui nous a forcés à grandir. » Ces mots restèrent en moi. Un soir enneigé cet hiver-là, je m'assis de nouveau à la fenêtre de mon appartement, la ville s'étendant en contrebas. Je pensais à cette nuit, 1 an auparavant, quand Hélène m'avait dit que je ne faisais pas partie de la famille et comment j'avais finalement trouvé le courage de répondre. Cette phrase avait mis fin à quelque chose, oui, mais elle avait aussi tout commencé. Elle avait percé l'illusion et n'avait laissé que la vérité. Et avec la vérité, nous n'avions tous d'autre choix que de changer. La vie n'est pas parfaite maintenant. Je ressens encore des pincements quand je vois Hugo lutter, quand Marc grogne à cause des longues heures, quand Hélène semble plus âgée et plus fragile que je ne voudrais qu'elle le soit. Mais ces pincements ne viennent plus avec des chaînes. Je ne suis plus leur sauveuse. Je suis leur fille, leur sœur, leur tante, mais aussi une femme avec sa propre vie, son propre chemin, son propre droit à la joie. Parfois, je me surprends à sourire sans raison. Au bureau, quand un collègue loue mon travail. Au dîner avec David, quand sa main effleure la mienne et que je me sens en sécurité. Au son du silence dans mon appartement qui ne me semble plus solitaire, mais plein. En y repensant, je vois que mon histoire n'a jamais été une question d'argent. Il s'agissait de limites, de finalement me tenir assez droite pour dire « ça suffit ». Cette nuit sous le sapin de Noël, quand le monde semblait s'effondrer, fut la nuit où je suis née de nouveau. Et tandis que je suis assise ici à vous raconter cela, je sais que certains d'entre vous ont ressenti la même attraction, le même épuisement de donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien.
Peut-être connaissez-vous la douleur d'entendre votre famille rejeter votre valeur. Peut-être connaissez-vous le poids d'être celle qui porte trop. Alors je vous demande, avez-vous déjà dû fixer des limites avec votre propre famille? Cela vous a-t-il changé comme cela m'a changé? Partagez votre histoire dans les commentaires. Et si la mienne vous a touché, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires comme celle-ci. Des histoires qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls à nous choisir.